L'autisme est un trouble du développement de l'enfant qui concerne surtout les aspects de relations sociales. Donc, les enfants autistes ont des difficultés très importantes dans la relation avec les autres, d'abord avec ses parents, après avec des enfants, des collègues. Ils ont beaucoup de mal à se mettre en rapport avec les autres. On parle aujourd'hui plutôt de troubles du spectre autistique parce qu'on a des enfants qui peuvent être très différents avec les mêmes diagnostics. Parfois des enfants qui ont un retard mental important, des enfants qui ne parlent pas, parfois des enfants qui peuvent être très intelligents, qui parlent très bien, du style Rayman. Et ce qu'ils ont en commun, c'est les troubles de relation avec les autres. La notion de psychose n'existe plus. On ne parle plus du tout de psychose, on parle de troubles du développement. C'est-à-dire, il n'existe plus de notion de psychose infantile concernant l'autisme. Parce que les tableaux de psychose sont un tableau très spécifique, des ruptures de la réalité, avec des tableaux d'hallucination, des idées délirantes. Ça ne concerne pas du tout la problématique de l'autisme. On parle de troubles envahissants du développement. Donc, les causes de l'autisme, on ne les connaît pas encore. On sait que l'autisme est une pathologie liée à des facteurs génétiques, mais on parle plus d'une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire il y a des facteurs, des gènes qui pourraient être impliqués, mais ces gènes peuvent varier d'un enfant à l'autre. C'est qu'on voit aujourd'hui, c'est des résultats qui concernent les gènes qui codent pour les voies synaptiques au niveau du cerveau, mais il n'y a pas encore, oui, je ne pense pas qu'on arrivera à ça, à une cause commune de l'autisme pour tous les enfants. Les recherches sont en cours et ce serait plus sur la forme d'un syndrome où il y a plusieurs causes pour différents enfants et après elles s'expriment par un tableau clinique qui peut être similaire. La première chose qu'on sait, et qui est très important parce que je vous ai dit au départ, l'autisme est un trouble du développement. Donc si on se pose des questions par rapport au cerveau, il faut d'abord savoir une notion très importante, c'est que le cerveau est né pour changer. Donc il y a des modifications très importantes du cerveau tout au long des premières années de la vie, surtout ça va jusqu'à la fin de l'adolescence. L'être humain est caractérisé par cette période de maturation, développement du cerveau très tardive. C'est l'espèce où ça se développe le plus tard possible. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait même plus où ça s'arrête, les développements, parce qu'on est tout le temps en train d'acquérir des expériences, et ces expériences changent effectivement les cerveaux. Et il y a quelque chose qui nous distingue énormément, c'est cette capacité à avoir une expertise sociale. On commence par des rapports avec sa maman ou la personne qui s'en occupe du bébé, et ces rapports vont devenir de plus en plus complexes, et c'est ça qu'on appelle une expertise sociale. Comment ça se passe? Chez les mammifères, en général, la reconnaissance de l'autre, si on était, par exemple, des éléphants, ce serait par l'odorat. Je savais que c'est vous, parce que je vous aurais senti. À partir des primates, et les primates et l'homme, on change la perspective et on reconnaît l'autre par les visages, par les yeux et par la voix. Donc il y a un changement très important, et vous voyez, c'est pour ça qu'on est de face, déjà comme nos cousins primates, et on reconnaît l'autre par les regards, par les visages, et quand on entend leur voix, et c'est un peu le principe du téléphone, c'est pour ça qu'on peut se parler au téléphone sans être gêné. Ce qui se passe dans l'autisme, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose très tôt dans cette reconnaissance des visages, des yeux et de la voix qui est perturbée. Les cerveaux ne traitent pas bien cette information, et c'est pour ça qu'ils ont un peu de mal à se mettre en rapport avec l'autre. On a aujourd'hui, on va vous montrer tout à l'heure, une possibilité de mesurer d'une façon très fine les regards de quelqu'un. Par exemple, savoir qu'est-ce que vous êtes en train de regarder quand je vous parle. Et on a une méthode qui s'appelle l'eye tracking, le tracé du regard, qui permet de faire ça d'une façon très fine. Donc, je vais vous montrer un peu des résultats obtenus avec des enfants avec autisme. Donc, par exemple, s'ils regardent ces visages, ça c'est un film en fait, je ne vous montre pas le film, mais c'est une photo du film. C'est une dame qui parle aux enfants d'une façon très maternelle. Bonjour, vous avez bien dormi. Et on trace les regards de l'enfant, donc il regarde ses visages. Les enfants très tôt, vous voyez, c'est des bébés à partir de 9, 15 mois, ils regardent les yeux du personnage, de la dame.
Si on fait la même chose avec des personnes, des enfants qui vont avoir un diagnostic d'autisme, on voit qu'ils ne regardent pas du tout les yeux, ils vont regarder la bouche et les petits jouets qu'il y a ici. Donc très tôt, et ça c'est des expériences qui ont été faites par un collègue américain qui s'appelle Amy Klein, il a montré qu'à partir de 18 mois, on peut déjà observer cette différence du pattern. Au lieu de regarder les yeux, il regarde la bouche. Il a fait aussi la même chose avec des adultes avec autisme. Donc là, c'est une scène plus adaptée à des adultes. On a un film, on a des interactions entre 4 personnages et on mesure qu'est-ce qu'on regarde quand on voit ces films. Donc voilà, si vous étiez en train de regarder les films, dans cette scène-là, vous serez en train de regarder les yeux de ces personnages. Par contre, une personne avec autisme, de nouveau, va regarder la bouche et un regard qui fuit vers autre chose. Donc, voilà, c'est que vous avez vu, et voilà, c'est qu'une personne avec autisme a vu. Vous voyez la différence de l'information. Toute l'information sur l'état de ce personnage vient ici. Regardez les yeux par rapport à la bouche. Ici, il n'y a presque pas d'information. Donc la personne qui regarde ça a du mal à comprendre les contextes, l'expression, l'émotion de cette personne. Tandis que si on regarde ici, tout y est. Donc voilà encore un autre exemple de ces tracés du regard. Dans cette scène, il y a les 3 personnages. En jaune, vous voyez les tracés d'une personne dite normale, dont elle regarde les yeux de 3 personnages pour comprendre l'interaction entre les 3. Et voici en rouge les tracés d'une personne atteinte d'autisme, donc regarde au milieu la bouche, la veste. Il y a même des gens qui regardent ici, donc complètement. Voilà la perception qu'ils ont de cette scène sociale complexe. Comment on peut comprendre ce qui se passe entre ces personnages si on pose les regards ici. Donc voilà, on peut en résumer. Déjà, chez les bébés à 15 mois, cette préférence ou non-regard des yeux et de la préférence vers la bouche. Et voilà la même chose chez l'adulte avec autisme. Donc tout ça nous montre qu'il y a un problème dans le développement de cette expertise sociale. Je vous ai dit, au cours de notre développement, on acquiert cette expertise sociale, on n'est pas né avec. C'est l'expérience d'interaction avec l'autre qui nous permet d'acquérir. Il y a quelque chose de très tôt qui dérange cette acquisition, ce développement de l'expertise sociale dans l'autisme, et on voit souvent l'acquisition d'une expertise non sociale. Des enfants qui adorent les chiffres, les répétitions, les calendriers, les dinosaures, qui vont devenir experts dans autre chose, mais qui n'est pas dans les contextes sociaux. Donc voilà encore un autre exemple de comment tout ça peut être très important. Ça, c'est des visages expressifs, et on vous demande, par exemple, de savoir quelle est l'émotion de chacun de ces regards, de ces personnages. Donc si on était en train de faire les tracés de votre regard, pour donner la bonne réponse, vous regardez les yeux, la bouche, les yeux, la bouche, les yeux, la bouche, et avec ça, vous êtes capable de dire cette personne est en rage, celle-ci est un peu étonnée, etc. Et voilà la même chose qui fait une personne atteinte d'autisme. Elle ne regarde pas du tout là où il faut, vous voyez, où porte son regard, et on voit qu'avec ça, c'est impossible de donner la bonne réponse. Donc, le regard est quelque chose de très important dans notre capacité à se mettre en rapport avec l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, parce que comme on parle beaucoup, l'être humain a parlé, et la parole a un peu masqué, c'est trop l'essentiel du regard dans les rapports avec les autres personnes. La question donc que vous m'avez posée, nous sommes dans la recherche sur les cerveaux. On sait aujourd'hui décrire des anomalies au niveau du cerveau chez des personnes atteintes d'autisme. C'est pour ça que j'ai mis encore les points d'interrogation, parce que tout n'est pas encore décrit, mais on a des pistes. Je vais vous montrer un peu les résultats. Tout d'abord, ça c'est les panels dont on dispose aujourd'hui des techniques d'imagerie du cerveau. On a plusieurs méthodes pour mesurer différentes fonctions, différentes structures, et ça c'est ce qu'on appelle une imagerie multimodale. Il y a quelques années, on s'arrêtait là, et je pense que dans quelques années, il y aura encore des choses qui vont arriver. Donc c'est une recherche en développement. Les cerveaux, comme vous savez, une structure très complexe. On est encore au commencement de pouvoir les comprendre.
Mais bon, il y a déjà des résultats. On va montrer d'abord les résultats qu'on a obtenus avec les mesures du flux sanguin dans les cerveaux. Et ça, c'est les résultats qu'on a publiés en 2000, où on montre une diminution. C'est que vous voyez ici ces deux taches vertes, c'est l'endroit dans les cerveaux. On a trouvé une diminution du flux sanguin chez des enfants avec autisme quand on a comparé à des enfants non autistes. Donc une diminution bilatérale dans les deux côtés du cerveau, dans une région très particulière qui est la région temporale. Vous voyez ici, le lobe temporal, la partie supérieure. Donc la région temporale supérieure à droite et à gauche. Ça, c'est juste, je vous ai montré les résultats du groupe, l'ensemble des enfants comparés au groupe contrôle. Et ça, c'est les résultats individuels. Chaque point représente un enfant avec autisme, l'endroit où l'anomalie est la plus importante. Donc, ce n'est pas toujours au même endroit, mais vous voyez, il y a une logique anatomique. Ça suit cette structure que vous voyez ici en vert, qui est les sillons temporales supérieurs. Donc ça, c'était les flux sanguins dans une mesure fonctionnelle. Ça montre, c'est un index du fonctionnement des synapses à cet endroit-là du cerveau. On a aussi utilisé une autre méthode que vous connaissez davantage, c'est l'IRM. Et l'IRM, là, pour mesurer les structures. On n'est plus dans les fonctionnels, on est dans les structures. Et on a utilisé en fait ces comparaisons statistiques en groupe d'enfants avec autisme comparé en groupe d'enfants non autistes. Et c'est qu'on retrouve, voici l'endroit où on a retrouvé une anomalie. C'est exactement au même endroit que l'anomalie fonctionnelle. Sauf que là, c'est une diminution de la substance grise dans cette région temporale supérieure, aussi à droite et à gauche. Donc voilà, notre coupable, entre guillemets, c'est sillon temporal supérieur. Et là, la question que peut-être vous allez me poser, qu'on s'est posé aussi beaucoup, quel est le rôle de ces sillons temporal supérieur chez la personne normale? Qu'est-ce qui fait ces sillons temporal supérieur dans notre cerveau? La réponse n'était pas évidente, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Je vous ai dit, on est au commencement de la découverte du cerveau, et au moment où on a eu les premiers résultats sur l'autisme, on ne savait pas, nous, en tant que communauté internationale, les scientifiques ne savaient pas quel était le rôle de cette structure dans le cerveau normal. Donc c'est un résultat très récent, et on connaît ça depuis une dizaine d'années, c'est vraiment pas énorme. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les sillons temporales supérieures est très importante pour la perception sociale. Qu'est-ce que c'est la perception sociale? C'est la perception des visages, des yeux, des mains, des mouvements du corps qui sont à la base de l'interaction entre les personnes. Alors, là maintenant, ça commence à devenir un peu plus logique vis-à-vis de l'autisme. On sait que les structures du cerveau qui est à la base de cette perception sociale a des anomalies à la fois au niveau fonctionnel et anatomique. Je vous ai parlé de la perception visuelle, mais il y a aussi, je vous avais dit au départ, le problème de la voix. De dire, mais bon, est-ce qu'il ne peut pas compenser tout ça, comme par exemple des personnes qui ont un handicap visuel? Et la réponse, pas tout à fait, parce que cette région-là est aussi très importante pour la perception de la voix humaine. Ça, c'est des travaux de Pascal Bellin, qui a fait son doctorat avec nous, qui a montré qu'en fait, cette région temporale supérieure est, entre guillemets, les sièges de la perception de la voix humaine dans les cerveaux. Donc, quand on entend la voix, et c'est pas la parole, hein, c'est même des sons, papa, n'importe quel bruit qu'on puisse faire, les cerveaux les traitent d'une autre façon que d'autres sons, comme par exemple... C'est-à-dire, c'est la perception des émotions qui sont contenues dans la voix. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Aussi des émotions, mais c'est la voix perçue. C'est-à-dire, la même façon que vous percevez un visage comme étant un visage, quand vous écoutez la voix, vous savez que c'est quelqu'un qui parle. Évidemment qu'après ça, on peut reconnaître si c'est un homme ou une femme, la plupart du temps. Si la personne est émue, si elle est triste, si elle est stressée, si c'est votre mère, si c'est votre voisine, vous voyez, après, on dégage pas comme pour le visage. On sait que c'est un visage humain,
on sait dégager une émotion, on sait identifier la personne, si on la connaît, si on la connaît pas. C'est à peu près les mêmes principes, mais ça se passe pas exactement dans la même région. Donc on a une région pour les visages, et là, ça a été décrit en 2000, mais vous voyez, c'est assez récent encore, cette perception spécifique de la voix. Donc, comment ça se passe dans l'autisme? Et ça, on a fait une étude dans notre équipe où on a montré que chez les personnes avec autisme, cette même région temporale supérieure, ne s'activait pas quand ils écoutaient la voix par rapport à d'autres sons. C'est pas qu'ils n'écoutent pas, mais ils traitent au niveau du cerveau la voix comme n'importe quel autre son. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Les parents ont très vite compris ces résultats parce qu'ils nous racontent toujours la même histoire. C'est-à-dire, ces enfants très petits, vous savez, quand on appelle même un bébé à partir de quelques mois, il se tourne, il répond quand on l'appelle par son prénom. On dit Paul, et Paul tourne la tête. La plupart des enfants avec autisme, quand on les appelle, ils ne se tournent pas. Donc il y a toujours une grand-mère qui dit « Ah, mais j'ai compris les problèmes de cet enfant, il est sourd ». Et la maman qui dit « Mais peut-être, mais c'est bizarre parce que quand on fait un bruit, il se tourne. Donc c'est une drôle de surdité. » Et voilà, c'est une drôle de surdité, c'est une difficulté à percevoir la voix. On peut, comme la même histoire de visage qu'on vous a montré, c'est pas une surdité tout simple pour tous les bruits, mais c'est une difficulté à traiter spécifiquement la voix humaine. Donc on a à la fois des résultats de la perception visuelle, cette problématique de la perception des yeux, et ces résultats par rapport à la voix, dont la combinaison de deux nous donne des pistes aujourd'hui pour expliquer, on peut expliquer, c'est un gros mot, mais pour comprendre davantage pourquoi ces enfants, quand on les voit un peu plus grands, vers 2 ans, quand ils rentrent au maternel, ils n'ont pas du tout envie de jouer avec les camarades. Mais peut-être pour jouer avec les camarades, il faut comprendre les camarades. Il faut pouvoir traiter l'information sociale. Voilà. Et s'il y a une difficulté là-dessus, tout le reste devient très compliqué. Et des fois, comme la plupart des choses en médecine, ça commence avec une petite chose, mais l'effet qu'elle est tellement importante pour le développement du reste, tout le reste devient très compliqué. Donc si on revient... Bon, c'est juste pour vous dire, parce qu'on vous a parlé de cette structure spécifique qui est les sillons temporales supérieurs, mais il faut comprendre le cerveau comme un grand câblage. Hein. C'est pas que cette région. L'effet que cette région, on a montré anormale, s'implique en dysfonctionnement de tout ton réseau qu'on appelle le cerveau social, avec d'autres structures, les frontales, les structures plus limbiques, l'amygdale, l'hippocampe. Donc, c'est tout ton réseau qui finit par se développer d'une façon pas tout à fait comme il faut, surtout parce qu'on parle d'une anomalie précoce, et on voit ça au niveau du développement, dont après on a un résultat sur l'ensemble des structures qui sont importantes pour le développement social. Et tout l'enjeu là maintenant est de dire, bon, mais on commence à comprendre ça, comment on peut faire pour que cette courbe, ça on peut rattraper, et que très tôt, ces enfants qui ont cette difficultés dans la perception du regard, de la voix, des visages, puissent les traiter davantage et aller les plus proches possible dans le développement de cette expertise sociale. Il faut dire qu'il y a 20 ans, on faisait les diagnostics dans les cas très typiques. À l'époque, on appelait l'autisme de Kanner. Et je me souviens, quand j'ai commencé ma thèse, on disait 5 pour 10 000. Et aujourd'hui, on est à presque 1%, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une épidémie d'autisme, un virus qui donne... La réponse n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup élargi les critères diagnostiques. Des personnes du style Asperger, à l'époque, elles n'étaient pas du tout diagnostiquées comme étant autistes. Donc, on a élargi, c'est pour ça que je vous ai parlé des spectres. Donc, on est beaucoup plus... D'abord, on élargit les critères, les psychiatres sont mieux formés, et la première réponse à donner face à cette augmentation, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'on fait plus de diagnostics des gens qui n'étaient pas diagnostiqués avant. Ça, c'est une des seules choses qui n'a pas changé dans l'autisme depuis qu'il a été décrit, c'est qu'on a plus de garçons que des filles. On a 3-4 garçons pour une fille.
Ici, on parle du syndrome d'Asperger, c'est encore plus important. C'est de l'ordre de 12 garçons pour une fille. D'origine peut-être génétique, peut-être au cerveau qui est un peu différent. Ça plaide en faveur d'une origine génétique. Bien sûr, bien sûr. Mais tout n'est pas génétique non plus. Parce qu'on peut avoir des interactions hormonales avec les cerveaux, une vulnérabilité du cerveau du garçon à certains facteurs de stress. C'est-à-dire, ça peut, même si on sait que c'est plus des garçons que des filles, on ne va pas juste expliquer forcément par la génétique, mais c'est pas la seule pathologie du développement où on implique davantage les garçons. Quelque part, il y aurait, mais ça, on essaie de comprendre encore, une fragilité plus importante du cerveau des garçons par rapport aux troubles du développement. On disait 50% d'enfants avec autisme parlent, 50% ne parlent pas. Les chiffres changent un peu parce qu'on commence à inclure davantage dans les diagnostics des enfants qui parlent, qui ne faisaient pas partie du diagnostic du trouble du spectre autistique. Mais bon, on va dire qu'il reste entre 30 et 50% des enfants qui n'arrivent pas à avoir une bonne acquisition du langage verbal. Ce qui est très important par contre, c'est qu'on parle de la parole. Mais on a deux façons pour communiquer. On a le langage verbal, on a le langage non verbal. J'exagère même les gestes là maintenant pour que ça soit très clair. Et ça, c'est connu. Tous les enfants avec autisme, qui parlent ou qui ne parlent pas, ne communiquent pas bien avec les gestes. Donc les troubles de la communication non verbale est constante et présent chez tous les enfants avec autisme qui parlent ou qui ne parlent pas. Et ça montre bien l'effet que c'est dans les sociales, et c'est dans la communication sociale que les choses passent. En fait, quand on commence à comprendre, on peut commencer à aider. Dans le sens, tout ce qui va pouvoir aider ces enfants à décoder davantage les regards et la voix nous semble des perspectives positives. Et tout ça peut se faire par différents biais, dont j'espère ne pas encore savoir tous, parce que c'est des choses qui vont venir. Évidemment par la rééducation, des jeux vidéo, parce qu'ils adorent les ordinateurs. Donc si on arrive à créer des environnements favorables avec l'ordinateur, mais qui les permettent de regarder davantage les yeux, on entend davantage la voix, super bien. Des médicaments peut-être, des drogues ou des substances qui vont améliorer. On a beaucoup parlé ces temps-ci de l'ocytocine, qui est cette hormone sociale qui faciliterait donc cet engagement social, les regards. Donc, tout ça est ouvert et on serait prêt à tester. Ce qui est important de dire, c'est que ces méthodes d'imagerie, les tracés du regard, permettent, et ça c'est très important, parce qu'évidemment on parle d'une pathologie qui touche les enfants, qui touche les familles, dans un sens très large. Donc, faut rester très prudent. Il n'y aura jamais, je ne pense pas, des médicaments miracles. Donc, tout ça doit être testé avant de crier victoire. Et ce qui est très important, c'est qu'avec ces méthodes, on peut faire des mesures objectives. Ça a été une grande difficulté dans tout le domaine de la médecine, c'est de dire est-ce que quelque chose fait effet ou pas. Et aujourd'hui, on est, entre guillemets, armé pour pouvoir mesurer d'une façon objective les comportements, les cerveaux d'un enfant avant les traitements et après les traitements. Et ça, c'est très important. Donc pour la première image, quel est le jouet que le petit bonhomme préfère? Le vélo. Et pour la deuxième, quel est le jouet que vous préférez vous? La voiture rouge. Et dans quelle direction le garde le bonhomme? Le vélo. Parfait. Donc vous allez voir en rouge, c'est les tracés du regard que la personne a fait pour répondre à la question quel est les jouets que ce petit bonhomme préfère. On va voir les résultats. On regarde les yeux et les vélos, et la bonne réponse est les vélos parce qu'il les regarde, il sourit et c'est la bonne réponse. Par contre, voilà, quel est celui que je préfère.
on regarde les jouets et on choisit. Et la direction, voilà, on regarde. Donc pour donner la bonne réponse, et que c'est en test qu'on fait parce que les personnes avec autisme n'arrivent pas à donner la bonne réponse, quand on demande quels sont les jouets que ces petits bonhommes préfèrent, ils font comme nous quand on doit sélectionner celui qu'on préfère. C'est-à-dire, ils ne regardent pas les yeux, ils choisissent parmi ceux-là, par exemple, les canards jaunes. Donc, comme on avait dit, c'est probablement un problème dans les traitements de cette information-là, qu'on sait hyper nécessaire pour répondre à cette question, ça ne se fait pas dans l'autisme. Donc voilà une façon très objective de mesurer un comportement qui est complexe. Hein. On demande qu'est-ce qu'il préfère l'autre personne, c'est-à-dire ça dénote d'un travail cognitif complexe, mais qu'on peut mesurer d'une façon objective pour la réponse. C'est les méthodes des références actuellement. Et c'est sûr qu'elles ont un effet très positif. Évidemment, après, il y a des enfants qui répondent hyper bien, des enfants qui répondent moins bien, mais c'est la méthode des références. Donc aujourd'hui, c'est qu'on préconise, c'est les méthodes du style comportemental, surtout pour empêcher les troubles du comportement, c'est qu'on appelle dans notre jargon les troubles des comportements, c'est les TOC, les tics, les auto-agressivités, c'est-à-dire un enfant qui se mord, qui s'écoigne la tête, c'est très grave. Donc ça empêche déjà ça, et c'est énorme quand on arrive à contrôler ce type d'auto-agressivité. Et on libère les temps de l'enfant pour d'autres apprentissages. Donc ces méthodes-là ont un effet très positif sur ça. L'intégration de l'enfant à l'école. Parce que si on revient sur notre schéma, voilà, si on bloque l'enfant qui a déjà des difficultés, on les met complètement au dehors du circuit social, il ne va rien apprendre. C'est évident, c'est pas parce qu'il a des difficultés qu'on l'exclut. C'est au contraire, plus il est en contact avec des enfants qui n'ont pas ce type de problème, il faut aménager son intégration. Évidemment, on ne va pas les jeter à l'école en disant mais non, tout va bien. Donc on a des AVS, les auxiliaires de vie scolaire qui doivent être à côté de l'enfant. Mais bon, on préconise aujourd'hui l'intégration scolaire, qui n'est pas toujours le cas malheureusement encore, mais bon, il faut des moyens, il faut de l'argent. Mais l'enfant doit avoir une prise en charge à la fois spécifique pour ses difficultés et cette intégration scolaire. Si on aurait ça pour tous les enfants, ce serait déjà énorme.